Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. La deuxième édition du Mali, actualité, bienvenue. La justice malienne veut mieux faire. Elle se rapproche davantage des citoyens à travers la mise en place des numéros verts, les 36-111. Cette ligne est à la disposition de toute personne souhaitant entrer dans ses droits. Des meilleures images pour les Maliens, l'ORTM est à l'œuvre pour y parvenir. La station nationale produit désormais en HD. La diffusion sous le même format débutera très bientôt. L'assurance en a été donnée hier au ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration en visite à l'ORTM. Un mot de l'environnement comme tous les mercredis, Agibou Koulibaly revient sur l'exemple de l'ONG Borda Mali et ses partenaires dans la gestion des effets du changement climatique. Enfin, sport, football, avec la CAN en vue, nos reporters nous édifieront sur l'actualité de la CAN jusque dans les moindres faits. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les ministres de la Jeunesse et des Sports, chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a reçu hier les rapports finaux du comité de normalisation de la jeunesse. Les rapports demandent la mise en œuvre diligente des recommandations des États généraux de la jeunesse. Youssouf Diakité. La mission du comité de normalisation de la jeunesse a pris fin. Il remet ici son rapport final au ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le rapport en question résume 3 mois d'activité pour la normalisation de la jeunesse contenant des recommandations. Fantakumba Karambe, présidente du comité de normalisation de la jeunesse. La principale recommandation de ce rapport, c'est vraiment le plus rapidement que possible mettre en œuvre les recommandations issues des États généraux de la jeunesse, relire les statuts et règlements du Conseil national de la jeunesse et procéder à l'installation des nouveaux bureaux. Et toutes les actions, les activités menées ont été remises sous forme de rapport au ministère de la jeunesse et des sports, et nous mettons ce rapport à disposition de toutes les organisations de la jeunesse du Mali et à tout le monde. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'institution civique et de la construction citoyenne. En 3 mois, ils ont su relever le défi. Très satisfait des résultats, parce que ce qui avait été fixé, ils se sont appropriés et les résultats et les activités du département, et également ils ont essayé de fédérer à leur niveau, au niveau de la jeunesse, sans prendre parti, sans question de clanisme. Il reste maintenant à opérationnaliser le comité de suivi des recommandations des États généraux de la jeunesse. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a procédé au lancement du numéro vert de la justice Binkani Kounafouni. Cette initiative permettra aux citoyens de contacter la justice de manière simple et rapide en cas de violation de leurs droits. Mamoudou Kassogué a également affiché le décret notifiant les tarifs des prestations de la justice en matière civile et commerciale. Abdul Karim Kaba. Allô? Oui, bonjour. Monsieur l'inspecteur en chef, comment vous allez? Je suis en train de vous appeler sur le numéro vert, donc des 36-111, à partir du tribunal de grande instance de la commune 6. Par cet appel, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, lance ainsi le numéro vert de la justice Bingani Kounafouni. Simple, rapide et efficace sont les avantages du numéro vert de la justice. Mamadou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. De pouvoir saisir l'inspection des services judiciaires lorsque des abus sont constatés. Cela permet non seulement aux justiciables d'accéder à la justice, d'accéder à l'information, de faire valoir leurs droits, mais aussi c'est un outil de gouvernance pour les justiciables. Et par rapport à cela, les textes ont fixé des tarifs par rapport aux frais de justice. Et ces tarifs qui sont prévus par la loi doivent être respectés. Le numéro vert de la justice a un grand rôle en matière de bonne conduite des acteurs de la justice et des justiciables. Il permet d'alerter l'administration de la justice, mais pas seulement. Nous voulons vraiment faire en sorte que la culture de la redevabilité puisse s'installer partout.
que l'exemplarité puisse être un modèle pour tout le monde. Et cela passe par le respect des textes, par le respect des tarifs. Nous invitons aussi les usagers de cette ligne à être vraiment sincères, à faire preuve de discernement et à transmettre les informations les plus pertinentes. Ce lancement du numéro vert et l'affichage des tarifs de la justice s'inscrivent dans le cadre de la deuxième édition de la Semaine de la justice, dont l'objectif est de rapprocher la justice des citoyens, de les informer sur leurs droits et de promouvoir une saine distribution de la justice. Appelez donc au 36 111 pour toute information sur Binkani Kunafoni. Visite du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration à l'ORTM. Alhamdou Ag-Ilien est venu prendre connaissance des installations HD permettant d'améliorer la qualité des images. Déjà, les éditions sont produites totalement en HD. Il ne reste que la diffusion dont la numérisation HD est en cours. Mohamed Kanyetaou. L'ORTM en quête d'amélioration de la qualité de ses images et de la performance de ses prestations. Quelques semaines après avoir acquis de nouveaux équipements HD, la structure reçoit la visite du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration qui est venu s'imprégner de visu l'installation de ces nouveaux matériels. Alhamdou Ag-Ilien. J'invite aussi l'ORTM, dont je connais les séries ici, à en prendre bon soin. Et nous sommes sûrs que tous les jours, l'ORTM fera du mieux. Aujourd'hui, nous sommes là pour la H2. Demain, c'est d'autres défis que nous allons relever, toujours au service de la volonté et de la satisfaction de nos téléspectateurs. Dans cette démarche au quotidien pour l'amélioration de la qualité des images en HD, l'ORTM est accompagné par Canal+, une façon de renforcer les partenariats publics-privés, surtout à quelques jours de la CAN. Idrissa Diallo, directeur général de Canal+ Mali. On a regardé sur notre bouquet, sur le décodeur Canal+, on avait vu qu'il n'y avait aucune chaîne malienne qui était en HD. Donc on s'est rapproché quand même du DG de l'ORTM pour lui dire qu'il serait vraiment bien qu'on puisse mettre en place des dispositifs pour que au moins nos téléspectateurs, nos Maliens puissent avoir un confort visuel. Hassan Baba Djombele, directeur général de l'ORTM. Ça nous permet d'avoir une meilleure qualité d'image, de permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre les images que nous proposons. Le processus, il faut le préciser, il est en cours. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui structure d'édition. La diffusion est assurée par une autre structure qu'on appelle la Société malienne de transmission et de diffusion, la SMTD. Donc, il va falloir mutualiser davantage les efforts pour avoir une meilleure qualité 100% en Full HD. Déjà, les téléspectateurs peuvent se rendre compte de la meilleure qualité de nos images que nous proposons à partir de ce mardi. Après avoir visité la salle de diffusion qui est complètement numérisée en HD, le premier responsable du département en charge de l'économie numérique s'est dit confiant quant à l'immensité de la tâche qu'effectue l'ORTM. Alhamdou Ag-Ilien. Je voudrais vraiment encourager tous les personnels de l'ORTM et je voudrais leur dire que nous sommes dans des difficultés, mais c'est dans des difficultés que se forgent les grandes ambitions. Et donc je suis sûr que le directeur et toute son équipe ici feront tout pour relever tous les défis. Rappelons que les capacités de stockage de la chaîne audiovisuelle publique avaient été renforcées par 3 serveurs NAS avec 64 tirages chacun. À ceci s'ajoutent des moniteurs, des cartes de tournage et des distributeurs vidéo HD. Toutes choses qui permettent d'être en phase du monde numérique et de respecter à hauteur de souhait son slogan « La passion du service public ». Il est 13h08 à Bamako. Actualité sur le continent. En RDC, le président Félix Tshisekedi garde son fauteuil présidentiel pour une durée de 5 ans encore. Le résultat définitif de l'élection a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Il a remporté cette victoire avec 73,47% des suffrages exprimés. Son investiture est prévue le 20 janvier prochain. Plus de 65 millions de francs CFA, c'est le montant des dommages et intérêts que le gouvernement nigérian doit payer à l'ex-gouverneur de la Banque centrale Godwin Emefiele. Cette décision a été prise lundi par la Haute Cour d'Abuja
contre le gouvernement du pays. L'ancien gouverneur a subi une détention prolongée en violation de ses droits fondamentaux. La commission nigériane contre les crimes économiques et financiers, pour sa part, a décidé de faire appel du jugement auprès de la justice. Godwin Emefiele avait été arrêté et incarcéré au mois de juin dernier sans être jugé. Il a été libéré au mois de décembre dernier en payant plus de 196 millions de francs CFA en guise de caution. Fin au Rwanda de la visite du roi jordanien Abdallah II. Cette visite de 3 jours avait pour objectif de renforcer la coopération entre les deux États. À cet effet, plusieurs accords bilatéraux ont été signés dans les domaines de l'économie et de l'agriculture. Le Mozambique a reçu du Fonds monétaire international plus de 35 milliards de francs CFA. Cette aide budgétaire rentre dans le cadre de l'accord de facilité élargie de crédit pour relancer l'économie du pays. Cet accord vise également à soutenir les politiques visant à réduire la dette publique du Mozambique. Son but est aussi de créer un espace pour les investissements publics dans le capital humain, l'adaptation au climat et les infrastructures. Sport à présent, la phase finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire débute ce samedi 13 janvier. Les équipes qualifiées pour la compétition poursuivent la préparation à travers des rencontres amicales. Notre équipe nationale voyage demain en début de soirée. Avant, elle recevra le drapeau national des mains du président de la transition, chef de l'État. Au plan national, les préparatifs se poursuivent pour assurer le soutien aux aigles. L'Association des journalistes sportifs du Mali et l'Union nationale des supporters du Mali ont bénéficié de l'aide de la Fédération malienne de football. L'actualité sportive avec Ari Matina. Structure fêtière de notre football, la Fédération malienne de football accompagne le 12e homme, autrement dit les supporters et l'association des journalistes sportifs du Mali qui s'apprêtent à aller à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. À cet effet, la FEMAFOOT offre à la GSM un chèque de 10 millions de francs CFA et 5 millions pour l'UNASAM. Moussa Sylvain Diakité, premier vice-président de la Fédération malienne de football. Ce n'est pas le montant qui est important. C'est le geste et c'est pour accompagner les journalistes par rapport à leur participation à la CAN. Les supporters et la presse sont également deux pans importants dans le sport et ce geste de la Fédération malienne de football va aider la GSM et l'UNASAM qui comptent envoyer le maximum de personnes en Côte d'Ivoire. Restons avec la grande messe du football continental qui s'ouvre samedi 13 janvier. Basée à Korogo, notre équipe nationale a comme adversaire du groupe l'Afrique du Sud, la Namibie et la Tunisie. Quelles sont les chances des Aigles à cette CAN? Écoutons l'analyse du doyen Djibril Traoré, journaliste. Il ne faut pas se leurrer. On va essayer de jouer crânement cette chance-là qu'on a, mais dire qu'on va aller dans du beurre, ce n'est pas vrai. J'ai beaucoup peur de l'Afrique du Sud, surtout le premier match, parce que j'ai vu cette formation évoluer. Il va falloir l'étudier. Il faut faire énormément attention. Il faut vraiment qu'on joue crânement notre chance. Les équipes maliennes, généralement, avec notre petite expérience, on a remarqué qu'on rentre bien dans les compétitions, mais on finit toujours mal. Pour une des rares fois, le gratin du football continental se retrouvera à la phase finale d'une CAN. Ce qui veut dire que le plateau de la 34e Coupe d'Afrique des Nations est très relevé. Et notre interlocuteur spécialiste en la matière nous parle des favoris. C'est la première fois. Depuis 1957, date de la création de la Coupe d'Afrique des Nations, que tous les grands se rencontrent, se retrouvent dans une phase finale. Il n'y a pas un seul grand absent, parce qu'il y a 24 équipes. Ceci a favorisé cela. Vraiment, attendons-nous à tout, mais supportons notre équipe pour qu'elle aille de l'avant. Il faut être clair, non, le Mali ne fait pas partie des favoris de cette compétition. On va pour essayer d'être favori, pour surprendre. Mais dire qu'on est favori, ce n'est pas vrai. Le Sénégal est favori. La Côte d'Ivoire, le Nigeria est là. L'Algérie est là. Le Maroc est là. Il y a l'Égypte surtout. La Coupe d'Afrique, c'est une question de maturité. À quelques jours du démarrage de la compétition, les matchs amicaux de préparation se poursuivent. Hier, l'Algérie a battu le Burundi 4-0. Le Zalang national de la Guinée équatoriale a fait match nul 1 but partout contre Djibouti. Même score d'1 but partout entre les Chipolopolo de la Zambie et les Lions indomptables du Cameroun.
CAN 2024 toujours, présentation du groupe E avec deux anciens lauréats de la CAN, la Tunisie en 2004 et l'Afrique du Sud en 1996. Le groupe E est homogène, mais il pourrait y avoir des surprises avec le Mali et la Namibie qui sont des véritables outsiders. Salif Ouedraogo nous présente les forces en présence dans le groupe E. La Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie composent le groupe E de la CAN 2023. La Tunisie, l'un des géants de ce groupe E, se présente avec une équipe solide. Les ailes de Carthage ont terminé en tête de leur groupe de qualification. 14 points avec un bilan globalement satisfaisant de 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. L'Afrique du Sud entre dans cette compétition avec l'ambition de prouver qu'elle peut tenir tête aux grandes équipes. Les Sud-Africains, membres d'un groupe de 3 équipes, lors des phases de qualification, ont fini second derrière le Maroc avec 7 points, 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Revanchards, après avoir manqué la précédente édition, les Bafana Bafana ont beaucoup progressé sous les ordres d'Hugo Bross et se présentent en forme avec une seule défaite sur les 13 derniers matchs. La Namibie, bien que considérée comme l'équipe la plus faible du groupe, ne doit pas être sous-estimée. Participant pour la 4e fois, les Braves Warriors chercheront à dépasser leur performance de la CAN 2019 où ils ont été éliminés au premier tour. Ils pourraient bien jouer le rôle d'outsider et potentiellement bouleverser les pronostics. Au sein de ce groupe E, les rivalités sont nombreuses. Vous aurez la présentation de l'équipe du Mali à part dans nos futures éditions. Chronique de l'environnement. L'expérience de l'ONG Borda Mali en matière d'adaptation et de résilience des communautés face aux effets des changements climatiques et la sécurité alimentaire dans la chronique de l'environnement. Borda Mali est partenaire de l'Association brémoise de recherche et de développement d'outre-mer Borda, une ONG allemande internationale fondée en 1977 par des planificateurs urbains, des ingénieurs, des entrepreneurs et scientifiques sociaux réunis en une organisation de la société civile. C'est une ONG qui intervient dans l'assainissement et les changements climatiques. Agibou Koulibaly. La situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au nord du Mali est préoccupante. Par conséquent, la mise en place des projets d'adaptation aux effets des changements climatiques et de préservation des ressources naturelles est une nécessité au Mali et particulièrement dans les régions affectées par les conflits. C'est dans ce contexte que Borda et ses partenaires accompagnent les communautés vulnérables des régions de Tombouctou et Badjangara. Bintou Traoré, coordinatrice des projets de sécurité alimentaire, pays Borda. Si nous prenons par exemple Badjangara, l'agriculture est très difficile sur le plateau d'Ogon. Donc il y avait beaucoup de terres non cultivables et la sécurité alimentaire était vraiment dégradée. Mais dans nos villages, nous avons des témoignages des bénéficiaires qui nous montrent que tel espace, il y a 10 ans, on ne pensait pas que nous, on pouvait cultiver ce champ. Mais aujourd'hui, non seulement le champ est cultivé, la technologie utilisée permet d'avoir une grande production, sauf en cas de mauvaise pluviométrie. Ça, c'est quelque chose qui est indépendant de notre volonté. Et à Tombouctou, avec la production de riz, avec la production de bourgou et le maraîchage, nous arrivons quand même vraiment à améliorer le cadre de vie alimentaire, soit par l'autoconsommation, l'autoproduction ou avec l'accès aux revenus leur permettant d'acheter les produits qui sont disponibles sur les marchés locaux. Borda accompagne l'application des stratégies d'adaptation aux effets des changements climatiques pour une agriculture durable. Ces actions contribuent à réduire les effets des intempéries sur les terres et promouvoir une agriculture résiliente en s'appuyant sur les techniques de restauration des terres dégradées. Bintou Traoré, coordinatrice des projets de sécurité alimentaire, pays Borda. Nous faisons la régénération des bourgous sur des espaces, les terres nues, des terres où il n'y a pas de couvert végétal. Nous développons la culture du bourgou qui est un fourrage sur ces terres-là. Ça permet de renforcer le couvert végétal. Ça permet à la population d'augmenter leurs revenus et ça fait de l'aliment bétail pour les animaux. Donc, dans le cadre du changement climatique, nous menons beaucoup d'activités
Nous avons aussi les renforcements des capacités. Nous apportons une technique d'adaptation de culture agricole, les semences améliorées, l'agroécologie qui consiste vraiment à utiliser moins d'intrants, moins de produits chimiques. Donc nous formons les hommes et les femmes paysans à maîtriser ces différentes techniques-là afin d'aller vers une agriculture durable. En collaboration avec les communautés et les ONG nationales partenaires, Borda développe des approches participatives adaptées aux réalités environnementales et socio-culturelles pour une agriculture durable. Korka Lougué, directeur exécutif de l'ONG HDS, Harmonie du développement au Sahel, partenaire de Borda basé à Badjangara. Nous équipons les paysans dans la lutte anti-érosive, ce que nous appelons les diguettes, les cordons pierreux au niveau du plateau d'Ogon. Nous avons environ 29 organisations communautaires de base que nous avons équipées en matériel de LAE, composé des marteaux, des pics, des pelles, des brouettes, ainsi de suite. Ensuite, nous les formons sur les techniques de construction des cordons pierreux. Ensuite, nous faisons le suivi. Chaque année, ils mènent des activités de restauration, c'est-à-dire la construction des diguettes au niveau des champs, les champs de culture. Ensuite, il y a d'autres activités que nous menons avec nos communautés. Il s'agit plus particulièrement des micro-barrages, c'est-à-dire les petits barrages pour la production de l'échalote. L'accès à une nourriture suffisante, saine et nutritive reste un défi majeur auquel les communautés vulnérables restent confrontées. Merci Agibou Koulibaly. Ce journal se referme à 13h20. Une présentation de Teneba Monikata, mise en onde assurée par Bintou Traoré, mise en ligne par Sekou Traoré, réalisation Adam Maïga, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir écoutés.